Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Quelles sont les raisons de la hausse du commerce mondial? Nous soulignerons le rôle du progrès technique, et plus spécifiquement des progrès en matière de moyens de communication, ainsi que l'abaissement des coûts du transport, avec la révolution du conteneur. Nous mettrons en avant le développement du libre-échange et le rôle fondamental des institutions internationales telles que l'OMC, qui ont permis une forte baisse des droits de douane. Nous invoquerons également le rôle de la spécialisation qui a été théorisé par Smith, Ricardo et d'autres économistes. Et enfin, nous soulignerons dans une autre vidéo le développement des firmes multinationales et du commerce intra-firme. Commençons par la spécialisation. La spécialisation correspond à la répartition des activités productives entre les différents pays insérés dans le commerce mondial. Autrement dit, un pays donné va se spécialiser dans la production d'un bien donné, et il en sera de même pour les autres. Smith a montré que la spécialisation est à l'origine de gains de productivité. La spécialisation va ainsi permettre de bénéficier de gains à l'échange. Autrement dit, la situation sera meilleure si l'on est inséré dans le commerce mondial que si on ne l'est pas. Elle sera meilleure si l'on échange que si l'on produit. Dans un certain nombre de cas, évidemment. On distingue deux types de gains à l'échange. Les gains à l'échange d'ordre quantitatif, autrement dit, cela revient moins cher d'acheter à autrui que de produire soi-même. Les gains à l'échange d'ordre qualitatif, le fait de commercer avec un autre pays va permettre de diversifier les biens consommés. Alors, commençons par l'analyse des avantages comparatifs de Ricardo. Ricardo souligne qu'au niveau international, un pays a intérêt à exporter et à importer, même s'il bénéficie d'avantages absolus pour chacun de ses produits. Situation qui avait été totalement occultée par Smith. Autrement dit, pour David Ricardo, un pays va devoir se spécialiser en tenant compte des coûts d'opportunité associés à chaque produit. On rappelle qu'un coût d'opportunité est le prix du renoncement, le sacrifice, en quelque sorte. Plus précisément, un produit doit être fabriqué par le pays qui aura le coût d'opportunité le plus faible. Ce pays doit donc renoncer à fabriquer un autre bien où il est moins efficace. Le pays va se spécialiser dans la production pour laquelle il est le plus productif, comparativement aux autres productions et comparativement aux autres pays. L'avantage comparatif est donc un gain à l'échange. Cela va permettre une meilleure spécialisation de chaque pays, donc une meilleure répartition des ressources à l'échelle internationale, donc favoriser le commerce international. Le théorème HO, donc d'Escher-Rollin, qui sera ultérieurement complété par Samuelson, explique les disparités de coûts de production par des différences en termes de dotation factorielle. Une dotation factorielle désigne l'abondance relative des facteurs de production d'une nation. Autrement dit, dans quelle quantité une nation va posséder du facteur travail, du facteur capital et des matières premières. On distingue ainsi les facteurs de production abondants, lorsqu'une nation possède en grande quantité un facteur de production donné. Les facteurs de production rares sont donc les facteurs de production qui font défaut à une nation donnée. Dans ce modèle, les différences de dotation de facteurs sont à la source d'avantages comparatifs. On aboutit à la situation suivante. Un pays va alors exporter des biens dont la production nécessite relativement plus des facteurs dont il dispose en abondance, et il importera les biens qui incorporent des facteurs de production qui lui font défaut. L'échange international de marchandises est donc un échange de biens qui incorporent des facteurs abondants contre des biens qui incorporent des facteurs rares. Prenons un exemple. L'Argentine est un pays riche en terres fertiles, donc elle va avoir une tendance naturelle à se spécialiser dans son facteur abondant, autrement dit dans des productions agricoles. Les pays arabes, quant à eux, ont tendance à se spécialiser dans l'extraction de matières premières, par exemple le pétrole, compte tenu du fait qu'ils constituent leur facteur abondant.
Le Japon, lui, dispose de peu de terres cultivables et de peu de pétrole, ce qui constitue donc un facteur rare. Il va devoir importer les biens qui nécessitent donc le facteur rare. Autrement dit, il va devoir importer les biens qui permettent d'obtenir des productions agricoles ainsi que du pétrole, ce que l'Argentine et les pays arabes lui fourniront. Inversement, si le Japon possède comme facteur abondant le facteur capital, cela lui permettra de pouvoir produire des biens à plus forte valeur ajoutée tels que des ordinateurs, qu'il exportera donc à destination de l'Argentine et des pays arabes. Alors, les théories traditionnelles du commerce international, telles que celles des avantages comparatifs de Ricardo et le théorème HO, correspondent à une approche statique. Elles n'expliquent pas l'intégralité des échanges internationaux. Elles expliquent les échanges classiques nord-sud, la division internationale du travail, mais pas la nouvelle division internationale du travail. Il faut donc prendre en compte d'autres théories du commerce international, notamment la théorie des valeurs internationales de Mill, les échanges intrabranches de Linder ainsi que la demande de différence de Lasudri-Duchesne. Et pour terminer, il faudra montrer que les avantages comparatifs sont dynamiques, ils sont construits, les pouvoirs publics y ont donc un rôle important. De même, les innovations ont également un impact sur les avantages comparatifs des nations. La théorie des valeurs internationales de Mill démontre que le pays qui réalise l'échange le plus favorable est celui dont les produits sont très demandés au plan mondial. Mill se situe donc du côté de la demande et non pas du côté de l'offre. Il montre finalement que le pays qui a un avantage comparatif dans la production de biens fortement demandés à l'échelle internationale a plus de chances d'acquérir des gains élevés à l'échange. Toutes les spécialisations ne se valent pas. Le graphique ci-dessous montre l'évolution du prix du baril de pétrole. On voit bien par exemple que les pays producteurs ont souffert durant l'année 2009 compte tenu de la chute du prix du baril. Les échanges intrabranches ont été mis en évidence et analysés par Linder. Ils montrent que les produits ne peuvent être exportés que vers des pays à niveau de vie comparable. Il faut tenir compte du pouvoir d'achat des agents économiques du pays importateur. Les échanges intrabranches sont donc caractéristiques des échanges entre pays développés, qui échangent des produits semblables. Cela va permettre aux entreprises de réaliser des économies d'échelle compte tenu de la hausse de leurs débouchés. Et quant aux consommateurs, ils auront plus de choix compte tenu de la différenciation des produits proposés. La demande de différence, analysée par Lasudri-Duchesne, vient compléter l'analyse de Linder. Elle montre que les échanges intrabranches des pays développés s'expliquent par le fait que les produits échangés ne sont pas exactement identiques. Ils vont se distinguer par leur marque, par leur image, dans l'esprit du consommateur. Les consommateurs souhaitent donc acheter des produits qui, au premier abord, peuvent sembler semblables, mais qui, de leur point de vue, ne sont pas identiques. Les entreprises doivent ainsi différencier leurs produits. Bien évidemment, ce type d'échange est également caractéristique des échanges pour des pays qui ont un niveau de vie sensiblement identique. Nous allons maintenant souligner que les avantages comparatifs ne sont pas statiques, ils sont dynamiques. Ils évoluent dans le temps. Akamatsu a mis en évidence donc le fait que les avantages comparatifs peuvent être analysés grâce à son modèle du vol d'oies sauvages. Un pays produit par exemple initialement des produits à faible valeur ajoutée qui comportent peu de progrès techniques et grâce à une stratégie de remontée des filières, il va peu à peu monter en gamme sous l'impulsion du rôle des pouvoirs publics, de l'afflux de capitaux étrangers, du développement du système éducatif, etc. Il va se mettre à produire, à commercialiser et à exporter des biens qui vont incorporer de plus en plus de progrès techniques et de valeur ajoutée. On voit bien que les avantages comparatifs vont évoluer au fil du temps. Krugman souligne également que les nations créent des avantages comparatifs par le biais des interventions étatiques. D'un autre côté, il faut intégrer également le rôle des innovations, par exemple à travers la théorie dite du cycle de vie de Vernon et celle de l'écart technologique de Posner. Dans les deux cas, on voit bien le rôle fondamental des innovations
et la nécessité de maintenir un écart technologique. On peut également souligner donc que les avantages comparatifs évoluent dans le temps compte tenu des innovations qui vont petit à petit modifier la répartition internationale des activités productives. Complémentairement à la spécialisation, il faut également tenir compte du rôle des institutions dans les échanges internationaux, et notamment le fait que ces organisations internationales sont favorables au libre-échange. Elles permettent ainsi une baisse considérable des droits de douane. On pense au GATT, puis à l'OMC. Trois principes sont fondamentaux. Tout d'abord, le principe de la non-discrimination. Il s'agit en fait de la clause de la nation la plus favorisée. Tout avantage accordé à un pays est nécessairement accordé à tous les autres. Deuxième principe fondamental, le fait qu'il ne faut pas utiliser de restrictions quantitatives, autrement dit de quotas. Troisième principe, l'interdiction du dumping, car cela fausse la concurrence. En dernier lieu, on remarque que la technologie a un rôle fondamental dans les échanges internationaux. Par exemple, à travers les progrès en matière de transport, bateaux à vapeur, avions, la révolution du conteneur, cela permet une accélération de la circulation des marchandises et une diminution des coûts. D'un autre côté, le développement de l'informatique et de la transmission numérique des données, par le biais donc d'Internet, des réseaux de fibre optique et autres, a considérablement réduit les coûts de communication, ce qui a largement contribué au développement du commerce des activités tertiaires.